Et elle n'était plus cette fille vulnérable. « Je suis désolé, répéta-t-il, la voix plus faible maintenant. Je voulais juste une chance de... » Amira inspira brusquement. « Tu as fait ton choix, Jess. J'ai juste rendu le mien meilleur. » Sur ce, elle mit fin à l'appel. Ses mains tremblaient, l'adrénaline parcourant ses veines. Elle posa le téléphone, la poitrine soulevée par un mélange de colère et de libération. Elle sirota son thé, fixant les bandes d'étiquettes restantes sur la table. Oui, elle l'avait autrefois aimé profondément, mais cet amour avait été éclipsé par la noirceur de ses actes. Cet appel ne fit que réaffirmer que son présent et son avenir reposaient sur l'empire qu'elle avait construit elle-même, et sur l'amour inconditionnel qu'elle partageait avec ses enfants. Peu de temps après que l'empire de Jess eut commencé à s'effondrer, le monde de Maya Stone bascula également. Les tabloïds qui la célébraient autrefois comme une héritière chérie de la mode l'assaillaient maintenant de questions sur son implication dans les pratiques commerciales douteuses de Jess. Certains insinuaient que sa famille avait financé ces transactions frauduleuses. Bien que légalement faux, le soupçon suffisait à nuire à sa réputation. Les tensions montèrent dans son luxueux Penthouse, un écho de la façon dont Jess avait autrefois arpenté le sien. Elle envoya des emails aux équipes de relations publiques, exigeant des stratégies immédiates pour se distancier du scandale. Les associés de son père firent pression sur elle pour qu'elle coupe les ponts avec Jess, menaçant de lui révoquer son héritage si elle ne le faisait pas désespérer. Elle confronta Jess dans une suite privée d'un hôtel de luxe, à l'abri des caméras indiscrètes. « C'est fini entre nous, dit-elle, la voix tremblante de colère. Je ne peux plus être associée à toi. Tous les magazines me qualifient d'idiote qui a épousé un menteur. » Jess se tenait près de la fenêtre, les épaules affaissées. « Nous ne sommes pas encore mariés, marmonna-t-il, un étrange sentiment de soulagement traversant son visage. Ils avaient été fiancés, mais avec le scandale qui tourbillonnait, tous les plans de mariage étaient suspendus indéfiniment. Son mascara était maculé de larmes, ses yeux flamboyants. « Tu es obsédé par ton passé. J'ai vu comment tu regardais Amira au gala. Tu ne supportes pas qu'elle t'éclipse maintenant. » Il se tourna vers elle, la bouche s'ouvrant pour protester, mais rien ne sortit. Elle n'avait pas entièrement tort. Il était hanté par la pensée du succès d'Amira, un rappel brutal de ce qu'il avait perdu. La tension entre lui et Maya, autrefois unie par l'ambition, était devenue toxique. « J'en ai fini de te donner le bénéfice du doute, siffla Maya. Elle attrapa son sac à main de créateur, la bague en diamant brillant à son doigt. Tu es obsédé par la femme que tu as quittée, et tu as tout gâché en essayant de prouver que tu pouvais faire mieux. Les yeux de Jess brillèrent de regret, mais aussi d'épuisement. Les derniers vestiges de leur partenariat, construits sur l'arrivisme social et les apparences superficielles, s'effondrèrent alors qu'elle sortait en trombe. Il fixa la porte fermée, un léger écho résonnant à ses oreilles, la voix d'Amira lui disant qu'elle avait juste amélioré son choix. La crise de nerfs de Maya fit son chemin sur les rumeurs des réseaux sociaux le lendemain. Des informations anonymes affirmèrent que les fiançailles étaient rompues, que la famille Stone ne voulait plus rien avoir à faire avec Jess. C'était encore plus de sel dans la plaie pour un homme qui avait autrefois cru détenir tout le pouvoir. L'effondrement était complet, et il n'y aurait pas de chemin facile vers la rédemption. Alors que la poussière retombait sur l'empire en ruine de Jess et la crise de Maya, Amira se retrouva plus occupée que jamais. Ses gammes de produits s'étendirent au marché en ligne, des partenariats avec des détaillants éco-conscients, et des négociations continues avec l'équipe de Roman Vos pour des innovations technologiques dans sa chaîne d'approvisionnement. Sa vie scintillait de possibilités. Pourtant, au milieu du chaos des affaires et de la maternité, sa relation avec Roman avait pris une tournure douce et inattendue. Ce qui avait commencé comme des déjeuners d'affaires se transforma en conversations plus longues sur la vie, sur les souvenirs d'enfance, sur les peurs et les rêves. Il avait rencontré ses enfants à plusieurs reprises. Une visite impromptue à son cottage, une promenade sur la plage, un après-midi tranquille de jeux de société où le comportement habituellement stoïque de Roman s'adoucissait tandis que les triplés ricanaient autour de lui. Un soir d'août, Roman organisa un dîner privé sur le toit d'un hôtel de charme près de la côte. Au début, Amira pensa que c'était un simple dîner de célébration pour une récente étape importante de sa marque. Le toit était éclairé de douces lanternes, la table dressée de fleurs fraîches. Elle s'émerveilla du geste romantique mais ne saisit pas pleinement le courant sous-jacent d'excitation dans les yeux de Roman. Pendant le plat principal, de délicats fruits de mer pêchés le jour même, il tendit la main par-dessus la table pour lui prendre la sienne. « Amira » commença-t-il, la voix teintée de vulnérabilité.
Je sais que cela peut sembler sortir de nulle part, mais passer du temps avec toi et tes enfants a changé ma perspective sur la vie. Son cœur s'emballa. Elle serra sa main, incertaine de la direction qu'il prenait mais sentant le changement dans l'air. Tu es une femme remarquable, une mère dévouée et une entrepreneuse brillante. Je me sens inspiré chaque jour par ta résilience, ta grâce. Il prit une inspiration, plongeant la main dans sa poche. Puis, comme une douce brise, il posa une petite boîte en velours sur la table. Le souffle d'Amira se coupa dans sa gorge, un frisson d'incrédulité et d'anticipation. Lentement, Roman souleva le couvercle pour révéler une bague étincelante, simple mais magnifique. « Veux-tu m'épouser » murmura-t-il, les yeux fixés sur les siens, la voix portant le poids d'une promesse sincère et mûrement réfléchie. « Je ne veux pas seulement investir dans ta marque. Je veux investir dans ton avenir, dans notre avenir. » Avec Noah, Nia et Neva faisant partie de cette famille. Les larmes montèrent aux yeux d'Amira, le cœur battant comme un tambour. Elle se souvint des innombrables nuits où elle s'était sentie seule, du chagrin d'amour qu'il avait autrefois consumé, de la peur de ne jamais être assez. Voici un homme qui voyait sa force, sa vulnérabilité, et voulait tout cela. Elle expira, hochant la tête à travers des larmes de joie. Oui. Réussit-elle à dire, la voix tremblante d'émotion. J'adorerais t'épouser. À l'arrière-plan, les vagues de l'océan clapotaient contre le rivage bien en dessous. Les étoiles au-dessus semblaient scintiller en signe d'approbation. Roman lui glissa la bague au doigt, et à cet instant, le temps s'arrêta. L'horizon, autrefois sombre et incertain, brillait maintenant de possibilités infinies. La nouvelle ne tarda pas à éclater. Le lendemain matin, un communiqué de presse officiel de Voss Global Tech confirma les fiançailles de Roman Voss avec Amira, la fondatrice de la célèbre marque Nira Natural. En quelques heures, tous les médias du divertissement et des affaires titrèrent en gros « Un milliardaire épouse la reine des soins de la peau et adopte ses triplés ». L'histoire se répandit comme une traînée de poudre. Les reportages télévisés diffusèrent des images d'Amira recevant son prix au gala, entrecoupées de photos de Roman assistant à des événements caritatifs. La vidéo du yacht où elle dansait avec les triplés refit surface, les commentateurs s'extasiant sur l'ambiance familiale heureuse. L'email et le téléphone d'Amira explosèrent de vœux, certains provenant d'anciennes connaissances qui se souvenaient soudainement de son existence. Les marques se bousculèrent pour la féliciter publiquement, espérant surfer sur la vague de relations publiques positives. Les invitations au talk show s'affluèrent, chaque animateur voulant l'exclusivité sur le mariage de la décennie. Elle géra l'assaut avec prudence, s'appuyant sur l'équipe de relations publiques de Roman pour obtenir des conseils. Tandis que le monde rugissait ses félicitations, elle se concentra sur ses enfants et la logistique de la fusion de son entreprise en pleine croissance avec les ressources de Roman. Elle remarqua que Roman, malgré sa richesse, restait terre à accent grave terre. Il passait du temps à lire des histoires au triplet avant de dormir, s'adaptant facilement au chaos contrôlé de la vie avec des tout-petits. Pendant ce temps, le drame de Jess et Maya offrait un contraste saisissant. Les tabloïds spéculaient que leur fiançailles était soit en suspens, soit complètement annulée. La crise de nerfs de Maya devint un sujet de commérage public, alimentant une tempête de relations publiques négatives. D'une manière quelque peu tordue, le monde semblait célébrer encore plus la nouvelle d'Amira, car elle offrait un contrepoint lumineux à la chute de Jess. Lors d'un petit dîner de famille dans son cottage, Madame Perkins, la voisine qui aidait à s'occuper des triplés, leva un toast à Amira, qui nous a tous montré que la meilleure vengeance est de bien vivre, et à Roman, pour avoir vu le trésor qu'elle est. Rires et applaudissements suivirent. Amira, les joues rougies de joie, tenait la main de Roman sur la table. Peut-être que le vieil adage était vrai. Les tempêtes les plus sombres cèdent souvent la place aux levers de soleil les plus brillants. Et tandis qu'elle contemplait la bague scintillante à son doigt et les 3 précieux enfants qui riaient à proximité, elle sut que les meilleurs chapitres de sa vie ne faisaient que commencer. Les préparatifs du mariage avancèrent rapidement. L'équipe de Roman s'occupa de la logistique du repérage des lieux, des listes d'invités et de la sécurité, tandis qu'Amira se concentrait sur l'équilibre entre la maternité et l'essor du développement de nouveaux produits. Malgré le tourbillon, elle ne perdit jamais de vue ses racines. Elle testait toujours personnellement chaque lot de Nira Natural, s'assurant que son empire en expansion restait fidèle à son éthique naturelle. Juste une semaine avant le mariage, par un après-midi brumeux, on frappa à la porte de son cottage. Elle n'attendait pas de livraison, alors elle regarda prudemment par le judas. Son cœur se serra. C'était Jess.
Vêtu d'un costume froissé. Les cheveux en désordre. Il ressemblait à un homme qui avait tout perdu. Elle entr'ouvrit la porte. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, la voix basse pour ne pas réveiller les triplés de leur sieste. Les yeux de Jess débordaient de désespoir. « Il fallait que je te voie, dit-il, la voix tremblante. « S'il te plaît, laisse-moi juste entrer un instant. » Après une hésitation tendue, elle s'écarta. Jess entra en traînant les pieds dans le salon, ses yeux parcourant le nouveau décor, les touches subtiles de roman, les jouets des enfants. Il déglutit, comme s'il réalisait à quel point sa nouvelle vie était solidement ancrée. Il se tourna vers elle, des larmes coulant sur ses joues. « Écoute, je sais que j'ai tout gâché, gravement. Mon monde est en ruine. J'ai tout perdu. Mon entreprise, ma réputation, Maya. Et je sais que ça ne se compare pas à ce que je t'ai fait. » Il tomba à genoux, les yeux suppliants. « Mais, je veux faire partie de leur vie. » Un instant, le choc la paralysa. Elle reconnut qu'il avait dû apprendre l'existence de ses enfants par la couverture médiatique. Son estomac se noua. Il ne sait pas que ce sont ses triplés, se rappela-t-elle. La décision pesait lourdement sur son cœur. Lui devait-elle cette vérité? Avant qu'elle ne puisse répondre, il continua. « Je n'ai rien à offrir mais, je suis leur père. J'ai le droit de les voir. » Les yeux d'Amira brillèrent. La colère l'envahit. « Leur père, répéta-t-elle, la voix tremblante. Depuis quand te soucies-tu de la paternité? » Il tendit la main, effleurant la sienne, mais elle recula. « Je suis désolé. » murmura-t-il à nouveau. « Je t'ai quitté quand tu avais le plus besoin de moi. J'étais un idiot, courant après des illusions. » Un tourbillon d'émotions dansa dans sa poitrine. Colère, pitié, chagrin. Elle pensa à Noah, Nia et Neva, en sécurité dans leur chambre, ignorant béatement l'homme qui les avait abandonnés avant leur naissance. Une vague d'instinct protecteur la submergea. Enfin, elle se redressa, la voix calme mais résolue. « Tu n'es pas l'homme dont ils ont besoin. Tu as eu ta chance. Mes enfants ont un père maintenant. Roman. Et je ne te laisserai pas perturber leur vie. » Il étouffa un sanglot, les lèvres tremblantes. Le désespoir vacilla dans ses yeux, mais le regard d'Amira se durcit. Elle se dirigea vers la porte, l'ouvrant en grand. « Pars, dit-elle, le ton final. C'est fini. » Jess hésita, les larmes tachant ses joues. Puis, la tête basse, il sortit en traînant les pieds. Elle referma doucement mais fermement la porte derrière lui. À l'intérieur, son cœur battait la chamade, un millier de mots inexprimés se débattant dans son esprit. Mais elle savait qu'elle avait fait son choix, un choix qui protégeait la précieuse famille qu'elle avait construite. Le lendemain de la visite suppliante de Jess, Amira se replongea dans le travail avec une détermination renouvelée. Elle n'était plus qu'à quelques jours de son mariage, mais la sphère des affaires bruissait d'anticipation pour un discours majeur qu'elle avait été invitée à donner, une conférence TED sur la guérison par la réinvention. Debout en coulisses dans une robe chic mais modeste, elle serrait les fiches de son discours, bien qu'elle n'en eût guère besoin, son histoire était gravée dans son âme. Alors que la salle de conférence se remplissait de personnalités influentes, les lumières de la scène brillaient doucement. Finalement, son nom résonna dans les haut-parleurs, « Veuillez accueillir Amira, fondatrice de Nira Natural. » Montant sur scène, elle plissa brièvement les yeux contre le projecteur. Au premier rang, Roman lui offrit un signe d'encouragement. Elle repéra quelques autres visages familiers, des pères de l'industrie, des fans de sa marque. Mais au-delà d'eux, une merveilleuse inconnue observait, débordant de curiosité. Elle commença, la voix assurée, « Il y a des années, j'ai été abandonnée. Je n'avais rien, pas de travail, pas de soutien. J'étais aussi enceinte, et seule. » Le public se figea, sa vulnérabilité les captivant. Elle raconta son parcours. Le chagrin d'amour, le déménagement, les difficultés d'élever des triplés tout en construisant une marque à partir de rien. Chaque mot résonnait chez ceux qui cherchaient une étincelle d'espoir dans leurs propres défis. Elle conclut sur un thème de transformation personnelle. « Autrefois, je me définissais par la mesure du succès de quelqu'un d'autre, dit-elle, l'émotion tintant sa voix. Mais j'ai découvert que le vrai succès naît de nos cicatrices les plus profondes. C'est aller de l'avant, même lorsque le monde doute de vous, et transformer ce doute en détermination. »
Une ovation debout éclata, des larmes brillant dans plus d'un regard. Le lendemain matin, la conférence TED atteignit 20 millions de vues, largement partagée pour son authenticité brute et son message stimulant. Les journalistes la qualifièrent rapidement de « reine autodidacte des soins de la peau moderne ». Les offres pour des contrats de livres et des couvertures de magazines inondèrent sa boîte de réception. Pourtant, en répondant aux messages de félicitations, elle réalisa que sa plus grande fierté n'était pas les applaudissements. C'était de savoir qu'elle pouvait maintenant inspirer les autres. Elle était devenue la preuve vivante que le chagrin d'amour et les difficultés pouvaient se transformer en une force inarrêtable. Le mariage eut lieu sur une falaise en bord de mer baignée de soleil, non loin de la ville où Amira avait reconstruit sa vie. Les triplés, vêtus de minuscules tenues de cérémonie, volèrent la vedette. Noah tira sur son nœud papillon, Nia gloussa pendant les vœux, et Neva se dandina en ramassant des pétales de fleurs. Des amis et un groupe restreint de collègues de confiance assistèrent, formant un cercle intime de soutien. Roman portait un costume sur mesure, mais ses yeux trahissaient une excitation nerveuse. Alors qu'Amira s'avançait dans une courte allée jonchée de pétales de rose, un silence tomba sur l'assemblée. Sa robe ivoire flottait dans la brise marine, la traîne effleurant légèrement l'herbe. Elle était radieuse, son visage illuminé d'un sourire si pur qu'il rivalisait avec le soleil. Ils échangèrent leurs vœux sous une arche florale, la voix de Roman résonnant de sincérité. « Je promets de te soutenir, de croire en tes rêves et de me battre pour notre amour, maintenant et pour toujours. » En retour, le vœu d'Amira comprenait un hommage sincère aux chemins inattendus qui les avaient menés ici. « Quand je pensais être au plus bas, tu es arrivé et tu m'as rappelé que l'amour et la possibilité ne meurent jamais vraiment. » Le baiser qui scella leur union suscita applaudissements et larmes. Un instant, le temps fut suspendu dans la chaleur de cette cérémonie en bord de falaise. Des mouettes planaient au-dessus, les vagues clapotaient doucement en contrebas, et les brises murmuraient une bénédiction silencieuse. Peu après, ils entreprirent un tour du monde en famille, déterminés à montrer aux triplés les merveilles au-delà de leur cottage. Des photos de leur voyage apparurent en ligne, les enfants contemplant la tour Eiffel, poussant des cris de joie à la vue des montagnes enneigées, barbotant dans les eaux turquoises des plages tropicales. Chaque ville semblait être un témoignage vivant du chemin parcouru. La marque d'Amira prospéra en son absence, grâce à une équipe solide et une gestion à distance. Elle tenait des réunions virtuelles depuis des balcons d'hôtels au lever du soleil, les triplés s'incrustant parfois dans le cadre. Au lieu de considérer cela comme un manque de professionnalisme, les clients étaient charmés par l'authenticité, la « maman patronne inarrêtable », comme ils l'appelaient. Roman, de même, équilibrait son propre empire avec le temps passé à explorer des cultures étrangères avec sa nouvelle famille. Ils visitèrent des marchés locaux, découvrant de nouvelles herbes et des ingrédients potentiels pour Nira Natural. Partout où ils allaient, ils trouvaient des raisons d'être inspirés, de nouvelles façons d'étendre non seulement leurs affaires, mais aussi leur cœur. Cette lune de miel prolongée et tournée familiale devint une tapisserie de souvenirs, mêlant romance, parentalité et exploration mondiale. Et avec chaque photographie partagée, avec chaque bribe de leur joie sincère, la fascination du public ne fit que croître. Mais plus important encore, leur lien en tant que famille se renforça, forgeant une unité qu'aucune tempête ne pourrait plus briser. Des mois plus tard, le tour du monde s'acheva, et ils retournèrent dans une ville qui célébrait désormais Amira comme une entrepreneuse visionnaire et la partenaire bien-aimée de Roman Voss. À l'atterrissage, une petite foule de paparazzis et de fans les accueillit au terminal des jets privés. Les appareils photos crépitèrent, capturant le moment où Amira descendit les marches du jet, la main de Roman dans la sienne, les triplés suivant avec une curiosité enjouée. Sur ce dernier cliché, désormais une photo emblématique placardée dans les magazines et les FL. Dit que vous n'êtes pas du genre à célébrer de manière typique. Elle réussit un léger rire, l'adrénaline parcourant toujours ses veines. Je préférerais célébrer en expédiant ma prochaine fournée de commandes, plaisanta-t-elle, bien qu'une partie d'elle fût sérieuse. Son expression s'adoucit. J'admire ce dévouement. Nous parlerons affaires bientôt. Pour l'instant, profitez de votre moment. Elle aperçut Jess rôdant près du bar, son visage assombri par un mélange d'émotions qu'elle ne put déchiffrer. Mais elle l'ignora. À cet instant, elle était simplement Amira, la fondatrice inarrêtable de Nira Natural, rayonnant sous des lustres scintillants, partageant un échange discret de respect mutuel avec le mystérieux Roman Voss. Si la première moitié du gala avait été une célébration solennelle, la seconde moitié se transforma en un spectacle de frénésie des paparazzis. Autour des cocktails et des danses,
la grande nouvelle qui circulait était, qui est la nouvelle étoile montante des soins de la peau? Et pourquoi Roman Voss est-il à ses côtés? À leur table, Amira sentait que la présence de Roman attirait plus d'attention sur elle qu'elle n'en avait jamais connue. Les gens passaient par groupe pour la féliciter, lui glisser des cartes de visite et prendre des photos rapides. Pendant tout ce temps, Roman resta calme, répondant occasionnellement aux questions sur son implication supposée avec Nira Natural. Pendant ce temps, de l'autre côté de la salle de bal, Jess et Maya s'attardaient. Maya Stone, connue pour son sens impeccable des relations publiques, eut vent de l'agitation. Au début, elle afficha un sourire étudié, mais à mesure que la conversation partout se tournait vers Nira Natural et la femme qui avait capté l'intérêt de Roman Voss, les coins de son sourire s'affaissèrent. Elle observait Roman et Amira de loin, sirotant son champagne tout en ignorant les tentatives de Jess de faire la conversation. Son regard se fixa sur le couple, l'éclat évident d'Amira et l'attention captivée de Roman. N'est-ce pas la même femme que Jess a quittée il y a des mois, celle dont il prétendait qu'elle ne survivrait jamais sans lui, songea Maya. Elle semble certainement survivre, et prospérer. Ressentant une pointe de jalousie inattendue, Maya se tourna vers Jess. Qui est-elle exactement? Demanda-t-elle sèchement. Jess tripota ses boutons de manchette, évitant le contact visuel direct. Nous sortions ensemble, en ville. Je suis parti pour des opportunités. Répondit-il vaguement. Les yeux de Maya se rétrécirent. Des opportunités qui t'ont mené à moi, n'est-ce pas? Il hocha la tête, l'expression vide. Mais au fond de lui, la confusion le secouait. Amira était censée être brisée, dépendante de lui pour tout. Maintenant, la voilà, plus posée et réussie qu'il ne l'avait jamais imaginée. Une graine de regret commença à germer dans sa poitrine, bien que sa fierté refusât de le reconnaître pleinement. À une courte distance, Roman se pencha et murmura quelque chose à l'oreille d'Amira, la faisant rire doucement. Dans ce moment intime, les flashs des appareils photo crépitèrent comme des rafales de mitraillettes, capturant chaque nuance de leur langage corporel. Maya reconnut un avantage lui glisser entre ses doigts manucurés. L'intrigue publique n'était plus centrée sur elle ou le partenariat de Jess. Les projecteurs se déplaçaient vers cette nouvelle venue inarrêtable. L'envie qui vacilla dans les yeux de Maya ne concernait pas seulement Roman ou même Jess. Il s'agissait du changement de pouvoir, d'une femme sortant de l'obscurité pour les éclipser en une seule nuit. Maya Stone était rarement éclipsée. Elle vida le reste de son champagne et posa la flûte avec un cliquetis décidé. Si les gros titres lisaient maintenant, qui est la femme aux côtés de Roman Voss, plutôt que Jess et Maya, couple de pouvoir, elle avait des raisons de s'inquiéter. Après tout, dans le jeu du statut et de l'image, la moindre baisse pouvait être désastreuse, et l'étoile d'Amira montait maintenant en flèche. Le gala toucha à sa fin aux petites heures du matin, le tintement des verres remplacé par des au revoir feutrés. Amira s'éloigna un instant, cherchant un endroit calme pour appeler Madame Perkins et prendre des nouvelles des triplés. Elle trouva un petit couloir bordé de miroirs ornés, la douce lueur des appliques murales se reflétant sur le sol en marbre poli. Alors qu'elle terminait l'appel, des pas résonnèrent derrière elle. Elle se retourna pour voir Jess. De près, elle remarqua des rides de tension autour de ses yeux, une expression à des lieues du sourire insouciant dont elle se souvenait. Il esquissa un sourire crispé. Amira. Voulais te dire félicitations. C'est un sacré exploit que tu as réussi. Elle lutta contre l'afflux de vieilles émotions. Merci, répondit-elle poliment, le ton égal. Il jeta un coup d'œil autour de lui, s'assurant qu'ils étaient seuls. Tu as changé, dit-il doucement, étudiant son visage. Amira releva le menton, se souvenant de la nuit où il l'avait laissée sous la tempête, des mots qu'il lui avait lancés, tu ne survivras jamais sans moi. Elle laissa échapper un léger rire sans joie. Non. J'ai juste évolué. Jess se tortilla sur ses pieds. Écoute, je sais que nous avons une eau différente. Mais tu as l'air heureuse. Le silence les enveloppa. Elle ne donna aucune information sur les nuits blanches, le chagrin d'amour, les triplés. Il ne méritait pas de connaître son parcours. Pas encore. Je suis heureuse, dit-elle simplement. Ce n'était pas toute la vérité, elle portait des cicatrices et des insécurités. Mais elle était fière du chemin parcouru. Il laissa échapper une longue expiration, sa posture s'affaissant. Je n'aurais pas dû partir comme ça, admit-il,
la voix tremblante d'un semblant de culpabilité. J'ai réalisé que les choses ne sont pas toujours plus vertes ailleurs. Ses yeux se durcirent. Tu as fait ton choix. Et tu as clairement dit que tu pensais que je te freinais. Il ouvrit la bouche, cherchant une répartie, mais rien ne vint. Au lieu de cela, le regret épaissit l'air autour d'eux. Elle se souvint des larmes qu'elle avait versées, des nuits de désespoir, de la façon dont elle pensait qu'elle ne ferait plus jamais confiance. Maintenant, l'homme qui prétendait autrefois qu'elle ne survivrait jamais sans lui se tenait devant elle, la voix teintée de remords. Elle recula d'un petit pas, « Bonne nuit, Jess. » La finalité de son ton était indubitable. Elle se déplaça pour s'éloigner, ses talons claquant contre le marbre. Sa voix, empreinte de désespoir, la suivit. Amira, attends. Mais elle ne le fit pas. Elle laissa le couloir engloutir l'écho de sa supplique. Dans sa poitrine, son cœur battait la chamade, un tourbillon de sentiments contradictoires. Pourtant, ce qui dominait était un sentiment inébranlable de libération. Il a vu ma valeur maintenant, pensa-t-elle. Mais c'est trop tard. La nouvelle de l'entrée remarquée d'Amira au Lux Beauty Awards enflamma Internet. En 24 heures, des hashtags comme #NiraNatural et #Amira révélés commencèrent à devenir viraux. Des extraits de son discours d'acceptation devinrent viraux, et des images d'elle dans sa robe couleur champagne, aux côtés de Roman Voss, inondèrent les flux des réseaux sociaux. Une explosion de précommandes suivit, manquant de faire planter son site web nouvellement lancé. Des agences de relations publiques la contactèrent, proposant de façonner son image publique. Des célébrités publièrent subtilement des messages sur ses soins de la peau, louant leurs ingrédients purs. Amira se réveilla pour trouver plus de 10 millions de dollars de précommandes enregistrées sur son compte professionnel, un bond astronomique qui la laissa sans voix. La presse, désireuse de démêler son histoire, dénicha des détails sur ses modestes débuts. Certains découvrirent qu'elle venait de la ville, qu'elle était partie pour une ville isolée. Des rumeurs sur sa vie personnelle circulèrent. Était-elle mariée? Une mère célibataire? Mais rien de substantiel ne fit surface. Ceux qui reconnurent Jess ou Maya au gala firent des liens, déterrant des bribes d'informations sur sa relation passée. Bientôt, un tabloïd clinquant publia un article intitulé « Amira, l'ex qui a éclipsé Jess ». Il citait des sources anonymes affirmant que Jess avait autrefois rabaissé ses ambitions. Des captures d'écran d'anciennes publications sur les réseaux sociaux ajoutèrent de l'huile sur le feu, dépeignant Jess comme manipulateur et Maya comme l'héritière opportuniste. Que le récit soit entièrement juste ou non, le public s'en délecta. Pendant ce temps, Amira se retrouva à gérer des demandes d'interview des plus grandes émissions de talk-shows et des chaînes d'information économique. Elle en refusa la plupart, toujours soucieuse de protéger la vie privée de ses enfants. Pourtant, elle savait que le succès fulgurant de sa marque reposait en partie sur cette nouvelle vague d'intrigues autour de son histoire personnelle. « Vous êtes devenu une icône du jour au lendemain », lui dit l'un de ses conseillers au téléphone. Les gens admirent l'outsider qui a surmonté un chagrin d'amour pour créer un empire. Amira soupira, fermant les yeux. L'empire, toujours exploité depuis un cottage exigu, avec des cartons d'expédition empilés jusqu'au plafond. Elle n'était pas opposée à la croissance, mais elle s'inquiétait du coût, pour sa paix, la sécurité de ses enfants et la nature authentique de sa marque. Roman Voss appela pour la féliciter. Sa voix portait une pointe d'excitation. On dirait que le monde ne se lasse pas de vous, la taquina-t-il. Nous devrions parler d'étendre vos opérations. Elle sourit, arpentant son salon. J'adorerais, mais prudemment. Je ne cherche pas à coller mon nom sur toutes les étagères de tous les magasins, du moins pas sans un plan qui maintienne la qualité et le cœur de ce que je fais. Je respecte cela, dit Roman. C'est en partie ce qui vous distingue dans une mère de marque à la recherche d'une gloire rapide. Et avec cela, elle réalisa, c'est ma vérité. Elle était une mère célibataire de triplé, une survivante d'un chagrin d'amour, une chef d'entreprise forgeant son succès selon ses propres termes. La vague d'attention était effrayante, mais elle ne la laisserait pas compromettre l'essence de ce qu'elle avait construit. Les triplés, Noah, Nia et Neva, avaient maintenant 2 ans, des boules d'énergie incontenables. Ils avaient transformé le cottage autrefois modeste en leur terrain de jeu personnel. Le papier bulle des emballages devint leur jouet préféré, et le salon était un arc-en-ciel de blocs éparpillés et d'animaux en peluche. Amira équilibrait soigneusement la gestion d'une entreprise florissante avec le chaos des tout-petits.
Elle prenait des appels de conférence avec Roman ou des fournisseurs tout en étant perchée sur le bord d'un coffre à jouets, utilisant une tétine comme monnaie d'échange. Être mère de triplé n'était jamais ennuyeux, surtout quand il décidait de lui tourner autour au moment où elle devait sceller des envois. Un après-midi venteux, Roman les invita sur un yacht qu'il avait loué pour une brève réunion avec un client au large de la côte. Au début, Amira hésita où elle n'aimait pas afficher l'extravagance. Mais il insista sur le fait que cela pourrait être une journée de détente en mer pour les enfants pendant qu'ils discutaient affaires. Elle accepta donc, préparant un sac à langer de la taille d'une petite valise et priant pour que les tout-petits ne se jettent pas par-dessus bord. Le yacht lui-même était un navire élégant et moderne avec des ponts ouverts et des sièges moelleux. Les triplés poussèrent des cris d'excitation dès qu'ils virent l'océan infini. Le personnel de Roman fournit des gilets de sauvetage miniatures, que Noah et Nia portèrent avec curiosité. Neva, plus têtue, demanda un peu de persuasion. Tandis que Roman s'éloignait un instant pour finaliser les détails avec le capitaine, Amira laissa les tout-petits s'ébattre sur le pont, sous son œil vigilant. Se sentant d'humeur joueuse, elle mit de la musique légère et commença à danser avec eux, les faisant tourner, entendant leur rire se mêler au rugissement des vagues. À son insu, un membre du personnel avec un téléphone appareil photo captura toute la scène. L'élégante fondatrice de soins de la peau tournoyant et riant avec ses 3 adorables enfants, les vagues ensoleillées en arrière-plan. Quand cette vidéo trouva son chemin sur les réseaux sociaux, eh bien, elle explosa. En quelques heures, elle recueillit 10 millions de vues, et la semaine suivante, elle atteignit 50 millions. Les gens tombèrent amoureux des « Lux Little », comme Internet les surnomma. Les commentaires affluèrent. Je ne savais pas qu'elle était mère de triplé. Super maman. Regardez-les danser, c'est trop mignon. Oubliez Jess, elle vit sa meilleure vie. Pour une fois, le monde ne parlait pas seulement de sa marque de soins de la peau ou de sa liaison supposée avec Roman. Il voyait le cœur et l'âme derrière Nira Natural, la femme qui était à la fois mère et magnate, jonglant avec grâce entre succès et parentalité. Amira sentit ses joues rougir en lisant les commentaires. Elle n'avait jamais été du genre à exposer son monde privé. Pourtant, la joie sincère sur les visages de ses enfants était indéniable. Les triplés étaient devenus par inadvertance la meilleure équipe de relations publiques qu'elle aurait pu demander, simplement en étant eux-mêmes, joueurs et pleins d'entrain. Alors que le yacht tanguait doucement sur les vagues, Roman s'approcha, une lueur satisfaite dans les yeux. Ils ont pris d'assaut Internet, gloussa-t-il en désignant les tout-petits. Je vois d'où ils tirent leur énergie. Amira regarda ses enfants, le cœur plein, puis de nouveau Roman. Ils sont ma raison de tout, dit-elle doucement. Et à cet instant, en pleine mer, elle réalisa la profondeur de ses bénédictions. La gloire pouvait aller et venir, mais le rire de ses triplés était inestimable. Tandis que le succès d'Amira montait en flèche et que ses enfants illuminaient les réseaux sociaux, Jess luttait contre un empire en ruine. Les entreprises financières et immobilières qu'il avait lancées avec le soutien de Maya se révélèrent être un méli-mélo de prêts douteux et d'évaluations gonflées. Pendant des mois, il avait surfé sur une vague de faux glamour, d'apparitions de paparazzi et de galas haut de gamme. Mais en coulisses, les investisseurs commencèrent à remettre en question ces chiffres. Les équipes d'audit découvrirent des divergences dans ses rapports mensuels, des listes de clients falsifiées, des adresses e-mail suspectement identiques utilisées pour gonfler les données des acheteurs, et des propriétés entières qui n'avaient jamais existé. Bientôt, des rumeurs circulèrent dans le monde des affaires selon lesquelles la marque de Jess n'était bâtie que sur du vent. Un matin, un article à charge parut dans un grand journal financier, la maison de cartes de Jess Tyler. Des allégations de fraude secouèrent le magnate de l'immobilier en plein essor. L'article présentait des preuves accablantes que les manoirs d'1 million de dollars qu'il prétendait avoir vendus n'avaient jamais été officiellement conclus. Les acheteurs de haut vol présumés se révélèrent être des sociétés écrans. Les relevés bancaires révélèrent des lignes de crédit dangereusement élevées proches du défaut de paiement. Les retombées furent immédiates. Les investisseurs disparurent, la couverture médiatique devint venimeuse et des conséquences juridiques potentielles se profilaient. Maya Stone, autrefois joyeuse aux côtés de Jess, vit l'empire de la mode de son père se dissocier de Jess pour sauver la face. Publiquement, elle essaya de maintenir sa grâce, mais intérieurement, elle fulminait sur la façon dont cela ternirait sa propre réputation. Au milieu de ce chaos, Jess passait ses journées à répondre aux appels frénétiques d'avocats et de banquiers. Il arpentait son Penthouse, autrefois symbole de succès, maintenant une chambre d'écho de désespoir. Les factures s'accumulaient et ses comptes personnels étaient gelés en attendant l'enquête.
L'avenir s'annonçait sombre. Un après-midi, alors qu'il actualisait sa boîte de réception à la recherche d'une lueur d'espoir, ses yeux tombèrent sur un clip d'actualité. Il montrait la vidéo du yacht d'Amira, ses triplés piaillant de joie, et un bref extrait d'interview où elle recevait le prix de l'étoile montante. La vive douleur du regret lui tordit les entrailles. Il se souvenait de leur dernière conversation, son adieu dédaigneux le piquant toujours. Il ne put s'empêcher de penser, elle a prospéré sans moi. En fait, c'est un phénomène. C'était une pilule amère à avaler. Et avec son propre monde s'effondrant, Jess sentit les murs de sa fierté se refermer sur lui. L'homme qui avait autrefois dit qu'elle ne pourrait pas survivre sans lui voyait, en temps réel, comment elle s'était épanouie en une star tandis que son propre empire vacillait au bord de l'effondrement. Amira était au milieu d'une séance de travail tard dans la nuit, une tasse de tisane chaude à côté d'elle. Elle finalisait une nouvelle gamme de produits pour les traitements sensibles du cuir chevelu. Des formules d'essai s'alignaient sur les étagères de sa cuisine comme de petits soldats attendant l'inspection. Les triplés, maintenant endormis, avaient laissé derrière eux une zone de guerre de jouets éparpillés dans le salon. Elle les ramasserait plus tard, décida-t-elle. Pour l'instant, la créativité coulait à flot. Son téléphone vibra, et elle faillit l'ignorer, mais la vibration persistante la fit jeter un coup d'œil à l'écran. Son cœur sursauta en voyant l'identification de l'appelant, Jess. Cela faisait des mois depuis leur réunion gênante au gala. Elle fixa l'écran, se demandant si elle devait décrocher ou laisser sonner. La curiosité l'emporta. Peut-être s'agissait-il de quelque chose d'important. Elle répondit prudemment. « Allô ?» Sa voix craqua, brute d'émotion. « Amira. »« Je. » »« Écoute, je suis désolé d'appeler à l'improviste. C'est juste que, les choses vont mal, très mal. » Elle pouvait l'entendre respirer lourdement. Comme au bord de la panique. Les souvenirs de sa trahison lui revinrent en mémoire. Sa voix resta calme. « Que veux-tu, Jess ?» Il marqua une pause, déglutissant. « J'ai tout gâché. Mon entreprise, mes finances, tout s'effondre. Tu as probablement vu les nouvelles. Je suis. » Sa voix trembla. « J'ai fait une erreur. » Silence. Elle ressentit un tourbillon de compassion et de ressentiment. Une partie d'elle se souvenait à quel point elle s'était sentie seule quand il était parti. Comment elle s'était battue bec et ongle pour construire une nouvelle vie alors qu'elle était enceinte de ses enfants dont il ne connaissait même pas l'existence. « Je ne peux pas réparer tes erreurs, Jess, dit-elle finalement, le ton ferme mais pas méchant. Il laissa échapper un soupir haletant. C'est juste que j'avais besoin de parler à quelqu'un. Quelqu'un qui ne me voit pas comme un escroc total. Tu es la seule personne qui s'est jamais vraiment souciée de moi. » Elle le coupa, sa patience à bout. « Ne me mets pas ça sur le dos. Tu as choisi cette voie. Tu m'as quitté pour Maya, pour tes propres ambitions. Je ne serai pas ton épaule pour pleurer. » Il y eut un moment de silence stupéfait. Elle pouvait pratiquement sentir son choc face à sa froideur. L'ancienne Amira se serait adoucie, lui aurait peut-être même offert du réconfort. M. Fardeau. Mais tu ne retourneras pas dans cette ruelle. Vous et votre mère resterez ici jusqu'à ce que vous soyez sur pied. La gorge d'Amara se serra. Pourquoi? Vous ne nous connaissez pas, Mornick s'essuya les mains sur son tablier, sa voix assurée. Je reconnais la douleur quand je la vois. Tu as le feu en toi, ma fille. Je l'ai vu dans tes yeux hier soir. Et ce carnet de croquis que tu serres, tu t'accroches à quelque chose de plus grand que ce moment. Amara jeta un coup d'œil à son sac à dos, où se trouvait son carnet de croquis. Ce ne sont que des dessins. Des maisons que je ne construirai jamais. Mornick haussa un sourcil. Jamais? C'est long, jamais. Laisse-moi voir. À contre-cœur, Amara ouvrit le carnet de croquis, tournant vers un dessin de bungalow moderne avec des panneaux solaires et un réservoir d'eau de pluie. Mornick l'étudia, ses lèvres se courbant en un sourire. C'est plus que des dessins. C'est une vision. Tu as du talent, Amara. Les joues d'Amara s'empourprèrent, mais le doute la rongeait. Le talent ne paie pas la nourriture. Ni une maison. Mornick lui rendit le carnet de croquis. Pas encore. Mais ça viendra. Pour l'instant, tu m'aides ici. Balayer, faire la vaisselle, apprendre la caisse.
Je te paierai ce que je peux. Ta mère peut se reposer, guérir. Marché conclu? Amara hésita. Fierté luttant contre le désespoir. Elle pensa aux yeux caves d'Iphéoma, au froid de la ruelle. Marché conclu. Ce matin-là, Amara balaya le sol de la boulangerie, le rythme du balai l'ancrant. Les clients arrivaient au compte-gouttes des femmes du marché, des chauffeurs de taxi, des écoliers chacun accueillis par le rire chaleureux de Mornick. Amara l'observait, notant comment elle glissait du pain supplémentaire à une mère en difficulté, comment elle taquinait un garçon timide pour le faire sourire. Mornick était plus qu'une boulangère. Elle était une bouée de sauvetage. À midi, Iphéoma les rejoignit, ses pâles en mais ses yeux plus clairs. Elle s'assit au comptoir, sirotant du thé, et regarda Amara récurer les plateaux. « Tu travailles si dur, Amara, dit-elle, sa voix douce. C'est moi qui suis censé prendre soin de toi. » Amara sourit, serrant la main de sa mère. « Nous prenons soin l'une de l'autre, maman. » Toujours. Mornick entendit. Riant. C'est ça l'esprit. Vous deux, vous êtes plus fortes que vous ne le pensez. À la fin de la journée, les mains d'Amara étaient à vif, mais son cœur était plus léger. Elle s'assit avec Mornick, partageant une assiette de puf-puf, et écouta la femme plus âgée raconter ses propres luttes, la perte de son mari, la reconstruction de sa vie. Amara réalisa que Mornick n'offrait pas seulement un abri. Elle offrait de l'espoir. Les semaines passèrent, et la boulangerie de Mornick devint le refuge d'Amara. Elle travaillait de l'aube au crépuscule, balayant les sols, emballant les commandes et apprenant à pétrir la pâte. Son petit salaire permettait d'acheter des médicaments pour Iphéoma et de nouveaux vêtements, mais la véritable évasion d'Amara était son carnet de croquis. Pendant les pauses, elle s'asseyait dans la réserve, dessinant des maisons, des villas avec des cours ouvertes, des appartements écologiques, des centres communautaires pour des enfants comme elle. Chaque dessin était une rébellion contre sa perte. Un après-midi, alors que la boulangerie se calmait, Amara s'assit au comptoir, son carnet de croquis ouvert. Elle dessinait les contours d'une maison à 2 étages avec un jardin sur le toit lorsque Mornick jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Ça, c'est nouveau », dit Mornick en s'essuyant la farine des mains. « Qu'est-ce que c'est que celui-là » Amara rougit, fermant le carnet. « Juste une maison. Pour les familles qui ont tout perdu. Elle a l'énergie solaire, un purificateur d'eau, de l'espace pour un jardin. » Les yeux de Mornick pétillèrent. « Tu ne dessines pas seulement des maisons, Amara. Tu dessines des avenirs. As-tu déjà pensé à montrer ça à quelqu'un? Un architecte, peut-être. » Amara rit. Amèrement. Qui s'en soucierait? Je suis une adolescente sans abri sans diplôme. Mornick croisa les bras. Tu es une rêveuse avec du talent. C'est suffisant pour commencer. Continue de dessiner. Le monde finira par te rattraper. Inspirée, Amara commença à dessiner sur le menu en ardoise de la boulangerie. Ajoutant des fioritures. De petites maisons, des arbres, des étoiles. Les clients remarquèrent, souriant à l'art. L'une d'elles, une jeune enseignante nommée Madame Esha, s'attarda, étudiant le travail d'Amara. « C'est toi qui as dessiné ça ?» demanda Esha en montrant un croquis de chaumière confortable sur l'ardoise. « C'est magnifique. » Amara haussa les épaules, s'essuyant les mains. « Merci. Je m'amuse juste. » Les yeux d'Esha s'illuminèrent. « Ce n'est pas s'amuser. Tu as un don. As-tu déjà pensé à étudier l'architecture ?» Le cœur d'Amara se serra. « Je n'ai pas les moyens d'aller à l'école. »« Pas maintenant. » Esha hocha la tête. Pensive. « C'est vrai. Mais n'arrête pas. Peut-être commencer petit. Partage ton travail en ligne. Les gens adorent ça. » L'idée fit son chemin. Cette nuit-là, Amara emprunta le vieux smartphone de Mornick et prit des photos de ses croquis. Elle hésita, puis en posta un sur Instagram, avec la légende « Une maison pour l'espoir ». Dessin de rêve. Elle ne s'attendait pas à grand-chose, mais cela lui semblait être un pas en avant. Iphéoma regardait, son sourire fragile mais fier. « Ton père adorerait ça, Amara. Il a toujours dit que tu construirais quelque chose d'extraordinaire. » Amara la serra dans ses bras, murmurant. « Je le ferai, maman. Pour lui. Pour nous. »
Noël approchait, et Lagos bourdonnait d'une énergie festive. La boulangerie de Mornick était un centre névralgique, ses étagères garnies de pain d'épices et de gâteaux aux fruits. Amara se jeta dans la saison, décorant la boutique avec des étoiles en papier et des guirlandes. Mornick remarqua son talent et lui tendit une boîte de craie liquide. « La vitrine est à toi, dit Mornick en souriant. Fais-la briller. » Les yeux d'Amara s'écarquillèrent. « La vitrine ? C'est. Tout le monde va la voir. » Exactement, dit Mornick. Montre-leur qui tu es. Amara passa des heures sur la vitrine, dessinant un village d'hiver. Des maisons saupoudrées de neige, des lanternes brillantes, une boulangerie comme celle de Mornick au centre. Elle ajouta des détails. Des enfants faisant de la luge, un étal de marché, un ciel étoilé. Les passants s'arrêtaient, prenant des photos, leurs murmures s'amplifiant. Le soir venu, la vitrine était terminée, ses couleurs vives contrastant avec le vert. Mornick applaudit, son rire éclatant. « Amara, c'est magique. Tu as transformé ma boutique en une histoire. » Amara rougit, mais la fierté la réchauffa. « Je voulais juste que ça ressemble à la maison. » Cette nuit-là, une adolescente posta une vidéo de la vitrine sur Instagram, taguant la boulangerie. C'est art et tout. Qui a fait ça? Diez Noël Lago. La publication se répandit, récoltant des milliers de likes. Au matin, une petite foule s'était rassemblée devant, filmant et partageant. Amara regardait, stupéfaite, tandis que Mornick la serrait dans ses bras. « Tu es une star, ma fille. Je t'avais dit que ton talent brillerait. » Ifeoma les rejoignit, les yeux embués de larmes. « Amara, c'est l'esprit de ton père en toi. Continue. » Un client, un photographe nommé Tinde, s'approcha d'Amara, son appareil photo en bandoulière. « C'est vous l'artiste? Cette vitrine fait le buzz en ligne. Avez-vous déjà pensé à vendre vos créations? » Amara cligna des yeux, dépassée. « Vendre? Ce ne sont que des croquis. » Tinde secoua la tête. « C'est de l'art. Créez une page, postez davantage. Vous pourriez gagner beaucoup d'argent. » L'esprit d'Amara s'emballa. L'argent signifiait des médicaments pour Ifeoma. Une chance de se battre pour leur maison. Elle hocha la tête. Résolue. J'essaierai. Alors que la foule grandissait, Amara prit une photo de la vitrine, la postant avec « Un village de rêve ». Merci, Lagos. Diez dessin de rêve. Les likes affluèrent, chacun étant une étincelle d'espoir. Elle ne le savait pas encore, mais un spectateur, Obina, son ami d'enfance, allait tout changer. Le soleil de Lagos plombait, transformant la boulangerie de Mornick en un havre chaud de levure et de sucre. Amara Nyong, désormais âgée de 17 ans, essuya la sueur de son front en empilant des plateaux de chin-chin, ses tresses rentrées sous un foulard délavé. Le menu en ardoise de la boulangerie, orné de ses croquis de maison douillette, arrachait des sourires aux clients. Sa publication Instagram de la vitrine de Noël avait explosé, amassant des milliers de « j'aime » et de commentaires tels que « Qui est cet artiste ?» Diez dessin de rêve. Pourtant, Amara se sentait coincée. Son talent s'épanouissait, mais sa vie restait précaire, la santé d'Ifeoma étant fragile et leurs économies maigres. Elle balayait le sol lorsque son téléphone vibra, un message direct. Le nom d'utilisateur, Obitech22, raviva un souvenir. Obina. Son ami d'enfance, le garçon dégingandé qui construisait des cerfs-volants avec elle dans la cour des Nyong. Elle ouvrit le message, son cœur faisant un bond. Amara. C'est Obina. J'ai vu ton art sur la vitrine sur IG. Tu es incroyable. Où es-tu? Je suis à Lagos. On peut se voir? Amara se figea, balai en main. Obina avait disparu après l'école primaire, sa famille ayant déménagé à Abuja. Elle n'avait pas pensé à lui depuis des années, mais ses yeux doux et son rire niais lui revinrent en mémoire. Elle tapa une réponse prudente à la boulangerie de Mornick, Yaba. Je suis là toute la journée. Une heure plus tard, la cloche de la boulangerie tinta, et un jeune homme grand, vêtu d'un polo impeccable et d'un jean, entra. Ses dreadlocks étaient soignés, sa montre scintillait, mais son sourire timide était indubitablement celui d'Obina. Le souffle d'Amara se coupa, elle reconnut à peine le garçon qui trébuchait autrefois sur la ficelle de son propre cerf-volant. Amara Nyong, dit Obina,
sa voix chaude. Tu es une superstar maintenant, hein? Elle rit, gênée, essuyant la farine de son tablier. Superstar? Je ne suis qu'une aide boulangère. Et toi? Tu as l'air chic. Obina gloussa, se grattant le cou. Chic? Non. J'ai eu de la chance. J'ai créé quelques applications, j'en ai vendu une à une entreprise technologique. Maintenant, je suis de retour, je travaille sur ma propre start-up. Les yeux d'Amara s'écarquillèrent. Des applications? Comme des applications pour téléphone? Obi, c'est énorme. Il haussa les épaules, mais son regard s'adoucit, observant ses baskets usées et les cernes sous ses yeux. C'est quelque chose. Mais Amara. Comment es-tu arrivé ici? La dernière fois que je t'ai vu, tu étais dans cette grande maison, à dessiner des manoirs. Son sourire s'effaça. Elle jeta un coup d'œil à Mornick, qui pétrissait la pâte, faisant semblant de ne pas écouter. C'est une longue histoire. J'ai perdu mes parents. Oncle Shijiok. Il a tout pris. Nous a mis à la porte. La mâchoire d'Obina se crispa, son air décontracté disparut. Shijiok? Cet oncle bruyant avec la chaîne en or? Il a volé votre maison? Amara hocha la tête, sa voix basse. Ouais. Maman et moi avons été sans abri pendant un moment. Mornick nous a recueillis. J'essaie de reconstruire, mais c'est dur. Obina s'appuya contre le comptoir, ses yeux intenses. Tu ne fais pas que reconstruire, Amara. Cet art sur la vitrine? C'est viral. Les gens parlent de toi. Tu as du talent, un vrai talent. Elle rougit, serrant son carnet de croquis. Ce ne sont que des dessins. Ça ne change rien. Faux. Dit Obina en sortant son téléphone. Je connais des gens. Des agents immobiliers. Des designers. Laisse-moi t'aider. Tu mérites mieux que ça. Amara hésita, la fierté luttant contre l'espoir. Je n'ai pas besoin de charité, Obi. Il sourit, retrouvant son ancienne malice. Charité? Non, c'est du business. Tes créations pourraient faire des vagues. Dis oui, et je passerai quelques coups de fil. Mornick intervint, sa voix taquine. Dis oui, Amara. Ce garçon a des étoiles dans les yeux pour toi. Les joues d'Amara s'empourprèrent, mais elle hocha la tête. D'accord. Mais je le fais à ma façon. Le sourire d'Obina s'élargit. Marché conclu. Sortons-toi de cette boulangerie et lançons-toi dans le monde. Alors qu'il partait, promettant de revenir, Amara sentit une étincelle qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle ne le savait pas, mais le retour d'Obina était le premier pas vers la reconquête de son héritage. Une semaine plus tard, Amara se tenait devant un bureau aux parois de verre à Okoye, le cœur battant. Le bâtiment, siège d'Apex Real Estate, luisait sous le soleil de midi, ses lignes épurées contrastant vivement avec la peinture écaillée de la boulangerie. Obina avait joué de ses relations pour lui obtenir un entretien pour un stage, malgré son manque de qualification. Elle portait un chemisier emprunté à Mornick et son unique pantalon repassé, son carnet de croquis sous le bras comme un bouclier. À l'intérieur, le hall bourdonnait de professionnels en costumes impeccables. Amara se sentit petite, ses baskets grinçant sur le sol en marbre. Elle serra son téléphone, relisant le texto d'Obina, « Tu vas gérer. Montre-leur tes dessins. Ils vont t'adorer. » À la réception, une femme au chignon serré la dévisagea avec scepticisme. « Non. Amara Nyong. » dit-elle, sa voix plus assurée qu'elle ne se sentait. « Je suis ici pour l'entretien de stage. » La femme haussa un sourcil mais lui fit signe de s'asseoir dans une zone d'attente. Amara s'assit, entourée de candidats au CV impeccable et au sourire confiant. Elle entendit l'un d'eux, un étudiant universitaire, se vanter de son portfolio. Le doute s'insinua en elle, ses croquis étaient bruts, non polis. Que faisait-elle ici? L'intervieweuse, Madame Follak, une femme en tailleur-pantalon, l'appela. Le bureau était austère, avec vue sur la ligne d'horizon de Lagos. Follak parcourut la candidature d'Amara. Une seule page qu'Obina l'avait aidé à rédiger. Pas d'éducation formelle au-delà du secondaire, demanda Follak, son ton neutre. Pas d'expérience professionnelle en dehors d'une boulangerie?
Les joues d'Amara s'empourprèrent. Non, madame. Mais je dessine des maisons depuis l'âge de 12 ans. J'ai apporté mes croquis. Les yeux de Folac se tournèrent vers le carnet de croquis. Montrez-moi. Amara l'ouvrit, ses mains tremblant, révélant un plan pour un centre communautaire durable. Panneaux solaires, récupération d'eau de pluie, espaces ouverts pour les enfants. Elle expliqua, sa voix gagnant en assurance, c'est pour des gens comme moi. Des gens qui ont perdu leur maison. Abordable, écologique, construit pour durer. Folac se pencha en avant, son expression passant du scepticisme à la curiosité. Vous avez appris ça toute seule? Sans formation? Amara hocha la tête. Livres, YouTube, tout ce que je pouvais trouver. Je veux construire des maisons qui ont un sens. Folac feuilleta les croquis, s'arrêtant sur un bungalow moderne avec une cour. C'est impressionnant. Brut, mais réfléchi. Pourquoi l'immobilier? Vous pourriez être artiste. La voix d'Amara était ferme. Là, c'est bien, mais les maisons, c'est réel. C'est la sécurité, la famille. J'ai perdu la mienne. Je veux redonner ça aux autres. Folac tapota son stylo, étudiant Amara. Vous êtes jeune, brut de décoffrage. Mais il y a quelque chose ici. Nous vous prendrons comme stagiaire, travail administratif, observation des architectes. Prouvez ce que vous valez, et nous verrons. Le cœur d'Amara s'emballa. Merci, madame. Je ne vous décevrai pas. De retour à la boulangerie, elle entra en trombe, souriante. Mornick et Ifeoma levèrent les yeux du comptoir. Leurs visages interrogateurs. Je l'ai eu, dit Amara en serrant Ifeoma dans ses bras. Je suis stagiaire. Les yeux d'Ifeoma s'embuèrent de larmes. Oh, Amara. Ton père serait si fier. Mornick rit, lui lançant un puf-puf. Je te l'avais dit, ma fille. Tu es une star. Amara mordit dans la pâtisserie, son esprit s'emballant. C'était un début. Une chance de grimper. Elle ne savait pas qu'un secret de son passé était sur le point de refaire surface. Des mois après le début de son stage, Amara s'épanouissait. Elle classait des plans, esquissait des concepts et absorbait les connaissances des architectes d'Apex. Son petit salaire aidait Ifeoma à se payer de meilleurs médicaments, et la boulangerie de Mornick lui semblait être son foyer. Mais la douleur de sa maison volée persistait, une blessure qui ne guérissait pas. Un soir, alors qu'Amara triait des dossiers dans la réserve d'Apex, un homme en costume froissé frappa au chambranle de la porte. Ses cheveux gris étaient clairsemés, ses lunettes sales, mais son sourire était aimable. Amara Nyong, demanda-t-il. Je suis Femi Ajayi. L'ancien avocat de votre père. Le cœur d'Amara s'arrêta. Monsieur Ajayi, le nom auquel sa mère s'était accrochée, l'homme qui avait disparu lorsque Shijiok avait pris leur maison. Vous êtes de retour. Ajayi hocha la tête, posant une mallette cabossée sur une table. J'étais à Londres, pris dans une affaire. Je viens seulement d'apprendre pour vos parents. Je suis tellement désolé. La voix d'Amara était tendue. Vous étiez censé avoir leur testament. Maman a dit qu'il était dans votre coffre-fort. Pourquoi ne nous avez-vous pas aidés? Le visage d'Ajayi s'assombrit. Je vous ai laissé tomber, Amara. J'étais à l'étranger quand Shijiok s'est installé. Le temps que je revienne, le tribunal avait statué. Mais j'ai fait des recherches. Il ouvrit la mallette, en sortant une boîte inifugée. Elle est rayée au niveau de la serrure mais intacte. Elle était dans mon bureau, cachée. Votre père me l'a donnée il y a des années. Je l'ai ouverte la semaine dernière. Les mains d'Amara tremblaient en prenant la boîte. À l'intérieur se trouvaient des documents, jaunis, mais lisibles. Un testament, signé par Emeka et Ifeoma, daté de 2 ans avant leur décès. Elle le parcourut, le souffle coupé. La maison, la clinique, les économies, tout revenait à Amara, avec Ifeoma comme tutrice jusqu'à ses 18 ans. Ça prouve que c'était à moi, murmura Amara. Shijiok a menti. Ajayi hocha la tête, sa voix sombre. Il a falsifié des papiers, soudoyé un juge. Mais ce testament est légal. Vous pouvez le combattre. L'esprit d'Amara s'emballa. Combattre comment? Je ne suis personne.
Il a de l'argent, des avocats. AGI se pencha en avant, ses yeux intenses. Vous n'êtes pas personne. Vous êtes la fille d'Emeka. Je vous aiderai, pro bono. Nous aurons besoin de preuves, de témoins. Ce ne sera pas facile. Amara serra le testament, sa résolution se durcissant. Peu importe la difficulté. Je veux récupérer ma maison. Cette nuit-là, elle montra le testament à Ifeoma et Mornick à la boulangerie. Ifeoma pleura, serrant les papiers. Emeka a tenu sa promesse. Oh, Amara, nous pouvons nous battre. Mornick frappa du poing sur le comptoir. Il était temps. Ce Shijiok va s'étouffer avec sa chaîne en or. Amara sourit, mais la peur la rongeait. Shijiok ne partirait pas tranquillement. Elle avait besoin d'un plan, et vite. Les journées d'Amara se partageaient entre Apex et la boulangerie. Ces nuits étaient consacrées à comploter avec AGI. Le testament était une arme, mais l'emprise de Shijiok sur la maison Nyong était solide comme le roc. Elle parcourait les forums juridiques en ligne, son carnet de C. Nie les ressources pour une production élaborée, mais la crudité, pensait-elle, pourrait faire partie du charme. Et ainsi le cycle continua, les nuits se transformèrent en aubes, les minuteries de four sonnèrent pendant que Zané s'agitait, et Nora continua d'avancer. C'était la routine la plus épuisante qu'elle ait jamais endurée. Pourtant, pour la première fois de sa vie, elle avait l'impression que ses luttes avaient un but. Comme si chaque nuit blanche était un tremplin vers un avenir qu'elle était déterminée à créer pour elle-même et son fils. Au fil du temps, les expériences nocturnes de Nora se transformèrent en véritables recettes. Elle devint experte pour ajuster la température du four afin de tenir compte des bizarreries des vieux appareils, compensant la chaleur inégale en faisant tourner les plaques à mi-cuisson. Elle étudiait des tutoriels en ligne pendant les courtes siestes de Zané et testait les astuces qu'elle apprenait une par une. Son téléphone se remplit rapidement de notes, ajouter du beurre pour des cupcakes plus moelleux. Utiliser de l'extrait de vanille véritable pour une saveur plus profonde. Essayer de faire tourner les plaques toutes les 8 minutes. Chaque amélioration rapprochait ses pâtisseries du goût gourmet qu'elle rêvait d'atteindre. Le magasin local commença à être en rupture de stock de ses pâtisseries des midis. Le bouche à oreille se répandit dans le quartier. Les clients commencèrent à demander « Quand la prochaine fournée arrive-t-elle » Cette demande modeste mais constante donna à Nora une lueur de soulagement financier. Elle pouvait enfin payer son loyer à temps, et parfois, il lui restait même un peu d'argent. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se contenter de petites ventes éternellement. Elle avait besoin d'une stratégie. Quelque chose de plus ambitieux que de fonctionner depuis un studio délabré. Si elle voulait créer un avenir stable pour Zané, elle devait voir plus grand. Elle sortit son carnet un soir, après que Zané se fût endormie sur une couverture dans un coin. Sous la lueur d'une unique lampe de table, elle réfléchit à des noms d'entreprise, des idées de marketing et des concepts de marque. D'un geste assuré, elle entoura les noms qu'elle avait toujours aimés. Sweet Rice Back. J'ai besoin d'un site web. Réseaux sociaux. Marketing, marmonnait-elle, griffonnant des idées sur les pages. Elle n'avait aucune formation commerciale formelle, mais Internet était une mine d'informations gratuites. Chaque fois que Zané faisait la sieste, elle regardait des vidéos sur la création d'une petite entreprise, la gestion de la comptabilité et la création d'une présence en ligne. Au début, ses tentatives étaient comiquement amateurs. Elle prenait des photos de ses cupcakes avec son téléphone, oubliant parfois d'essuyer les traces de glaçage sur les bords de l'assiette. Elle créa un site web rudimentaire via une plateforme d'hébergement gratuite, tâtonnant avec les modèles. Mais chaque jour, elle s'améliorait un peu, apprenant de petites astuces et des bribes de connaissances. Les défis s'accumulaient. Acheter des fournitures de pâtisserie en plus grande quantité signifiait des dépenses plus élevées, mais aussi des bénéfices plus importants si elle vendait plus. Pourtant, elle n'avait pas de capital à investir massivement. Elle devait réinvestir un peu de ses gains à chaque fois, en équilibrant cela avec les couches, le lait maternisé et autres produits essentiels pour Zané. Certaines nuits, elle se sentait au bord de l'effondrement, tant physiquement que mentalement. Dans ces moments-là, elle mettait tout de côté, prenait Zané dans ses bras et le berçait simplement. Ses petits doigts s'enroulant autour des siens ne manquaient jamais de lui rappeler pourquoi cette lutte comptait. Elle murmurait des prières ferventes, ou des mantras, ou n'importe quoi qui la maintiendrait à flot. C'est ainsi que Sweet Rice Back est né, de sucre, de lutte et de stratégie griffonnée dans un carnet usé à 3 heures du matin.
Et bien qu'elle fût encore au plus bas d'une très haute échelle, Nora se sentait plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. La combinaison de l'amour maternel, du désespoir et d'une lueur d'esprit d'entreprise alimentait chacun de ses mouvements. Si elle jouait bien ses cartes, pensa-t-elle, elle pourrait peut-être offrir à Zané un avenir aussi doux que le cupcake dans lequel elle mettait tout son cœur. Peu importe à quel point Nora était épuisée, elle trouvait de petits moments pour étudier les tendances des réseaux sociaux. Elle avait remarqué que les plateformes de vidéos courtes explosaient en popularité. Les gens y présentaient des danses, des sketchs, des tutoriels de cuisine, certains accumulant des milliers, voire des millions de vues. Cela ressemblait à une ruée vers l'or sauvage et chaotique, et elle se demanda si sa pâtisserie maison pourrait se démarquer. Alors un jour, d'une main tremblante, elle tint son téléphone et s'enregistra en train de glacer des cupcakes pendant que Zané somnolait dans un porte-bébé attaché à sa poitrine. La vidéo n'était pas soignée, elle n'avait même pas eu le temps de ranger l'arrière-plan désordonné. De la farine poudrait son tablier, et l'éclairage était faible. Pourtant, elle ajouta un clip musical joyeux, tapa une légende rapide, maman célibataire pâtisse tard le soir, bambin à ses côtés. Quelle est votre excuse? Et appuya sur « Publier ». Elle se dit que si elle obtenait quelques centaines de vues, ce serait une victoire. Cette nuit-là, elle l'oublia au milieu de ses tâches habituelles. Nourrir Zané, emballer des muffins et faire une sieste. Le lendemain matin, elle se réveilla sous une avalanche de notifications. Des milliers de personnes avaient regardé, aimé et commenté sa vidéo, louant son dévouement. Des inconnus du monde entier lui envoyèrent des messages encourageants, la qualifiant d'« inspirante », de « forte » et de « super maman ». Son téléphone faillit geler à cause des pings constants. Son site web improvisé Sweet Rice Bake connut une vague de visiteurs, si nombreux que la plateforme d'hébergement gratuit tomba temporairement en panne. Elle passa toute la journée à répondre aux commentaires, aux messages et même aux demandes d'expédition de ses pâtisseries. Elle était sans voix. L'amour qui émanait de ces inconnus était l'affirmation dont elle ne savait même pas qu'elle avait besoin. Elle publia une autre vidéo le lendemain. Cette fois, un aperçu des coulisses de sa routine nocturne, avec des mains enfarinées et un Zané qui gloussait. Elle devint à nouveau virale. Les gens adoraient l'honnêteté brute de sa situation, une mère célibataire se débrouillant contre vent et marée. Les commandes affluèrent de régions bien au-delà de sa ville, mais l'expédition était délicate, surtout avec des pâtisseries fragiles. Quoi qu'il en soit, elle s'adapta rapidement. Elle développa une méthode d'emballage spéciale pour les brownies et les biscuits qui pouvaient survivre à une expédition de courte distance. Le bouche à oreille se répandit comme une traînée de poudre. Les clients locaux qui voyaient ces vidéos affluèrent à la porte de son appartement, demandant à acheter des pâtisseries sur place. Bientôt, elle dut placer une petite pancarte à l'extérieur du hall de l'immeuble, Sweet Rice Bake, retrait des commandes au 3e étage, numéro 305. Pour une fois, Nora se sentit validée. La même vie que les gens disaient qu'elle avait gâchée était maintenant un phare de résilience et d'inspiration pour des milliers de personnes. Certains spectateurs lui envoyèrent même des vêtements pour bébé pour Zané, ou firent de petits dons pour l'aider à se développer. Bien qu'elle ne pût accepter toutes les offres, l'effusion de soutien lui réchauffa le cœur et alimenta son ambition. À la fin du mois, elle avait gagné autant en pâtisserie qu'autrefois avec son travail à temps partiel au restaurant. Peut-être même plus. Elle s'assit dans son studio un après-midi tardif, Zané dormant dans son couffin portable, tout en faisant défiler les commentaires incroyablement gentils. Des larmes de joie montèrent à ses yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vue, soutenue et imparable. TikTok avait tout changé. Avec une audience en ligne grandissante, Nora se retrouva à répondre à des demandes d'interviews pour de petits blogs culinaires et des podcasts. Au début, elle était nerveuse, gênée par son installation modeste et ses modestes réalisations. Mais chaque fois qu'elle racontait son histoire, la réponse était extrêmement positive. Les auditeurs étaient touchés par son authenticité et son refus d'abandonner. Bienvenue à l'émission, commença un podcasteur. Aujourd'hui, nous avons Nora Green, une mère célibataire qui a transformé son petit appartement en une boulangerie animée. Nora, dites-nous. Comment tout cela a-t-il commencé? Elle prit une profonde inspiration. Tout a commencé par un chagrin d'amour, en fait, dit-elle, la voix tremblante. Elle expliqua comment Derek Avery était parti, la laissant seule et enceinte, comment elle avait vivoté, et comment elle avait finalement trouvé une lueur d'espoir dans la pâtisserie. Quand j'ai réalisé que je n'avais pas d'autre choix, j'ai décidé de tout donner à cette seule compétence que j'avais.
Le podcasteur resta silencieux un moment, puis dit doucement. C'est incroyablement inspirant. Et maintenant, vous vendez toutes vos pâtisseries quotidiennement. Oui, répondit Nora, un sourire timide colorant sa voix. C'est plus que je n'aurais jamais rêvé, honnêtement. La nouvelle se répandit au-delà de TikTok et des boutiques locales. Quelques publications en ligne de taille moyenne écrivirent des articles avec des titres comme « La boulangerie d'une mère célibataire fait fureur sur les réseaux sociaux » et « Un empire de la pâtisserie maison né de la détermination d'une femme ». Le trafic du site web de Nora explosa de nouveau, l'obligeant à passer à un plan d'hébergement payant qu'elle pouvait maintenant se permettre. Elle commença à expédier certaines pâtisseries au niveau régional, en utilisant le courrier prioritaire pour garder les articles frais. Au milieu de cette vague de reconnaissance, elle n'oublia jamais la raison pour laquelle elle cuisinait, Zayn. Concilier maternité et affaires était toujours une bataille difficile. Elle se réveillait avec lui le matin, le nourrissait et prenait quelques heures pour gérer les messages des clients et les mises à jour des réseaux sociaux. L'après-midi, elle faisait soit des courses de fourniture, soit elle pétrissait de la pâte. La nuit, elle couchait Zayn et cuisinait jusqu'aux petites heures du matin. Mais l'épuisement n'était plus l'émotion dominante. Maintenant, c'était un sentiment d'utilité, un bourdonnement d'excitation qui parcourait ses veines. Elle construisait quelque chose de réel, une marque, une vie, un avenir. Les gens commencèrent à l'appeler la « reine des cupcakes de TikTok », et bien qu'elle rit de ce titre, elle le chérissait secrètement. Elle pensait souvent à Derek, se demandant s'il était au courant de sa petite mais grandissante célébrité. Parfois, elle espérait à moitié qu'il tombe sur une vidéo, voit jusqu'où elle était arrivée, et regrette chaque raillerie, chaque mot haineux. Mais la plupart du temps, elle repoussait cette pensée. Elle était trop occupée à aller de l'avant pour s'attarder sur le passé. Une nuit, alors que Zayn dormait paisiblement, elle fit défiler son téléphone et vit un message direct d'un journaliste d'une chaîne d'information locale, demandant une interview en direct. Elle haleta doucement, la main sur la bouche. Cela semblait surréaliste. D'un minuscule studio infesté de cafards à une potentielle couverture télévisée, elle se laissa savourer ce moment de succès. Elle murmura « On y arrive Zayn. On y arrive vraiment ». Quelques semaines plus tard, Nora donna son interview aux informations locales, brillant sous les lumières vives du studio pendant qu'un présentateur amical l'interrogeait sur son histoire. Le segment fut diffusé pendant le journal du soir, et le lendemain, sa boîte de réception déborda de demandes de commandes, d'invitations à collaborer et d'un intérêt médiatique accru. Le visage de Nora rayonnait d'excitation chaque fois qu'elle racontait à ses amis ou à ses fans que sa marque autrefois invisible était maintenant une sensation locale. Au milieu du flot de messages positifs, il y avait une paire d'yeux qui observait en coulisses. Derek. Bien qu'il n'eût laissé aucune trace de lui dans sa vie depuis près d'un an, il suivait discrètement son ascension fulgurante sur les réseaux sociaux. Il découvrit son compte TikTok par hasard, tombant sur une vidéo virale qui montrait Nora préparant des cupcakes avec un Zayn gazouillant en arrière-plan. Au début, Derek regarda avec incrédulité, rejouant la vidéo plusieurs fois. Serait-ce son enfant? La réalisation le frappa comme un coup de massue. Il sentit un tourbillon de regrets mêlés de jalousie mijoter en lui. La femme qu'il avait rejetée comme un fardeau et un problème était devenue célèbre alors que lui avait pris des décisions douteuses qui l'avaient fait rebondir d'une combine à l'autre sans succès durable. Nuit après nuit, il se retrouvait à retourner sur le profil de Nora, faisant défiler les mises à jour, la regardant discuter avec ses fans et voyant des photos de Zayn grandir. Ça le rongeait. Il se souvint du jour où il était parti. Elle avait été si vulnérable. Si désespérée. Maintenant, elle rayonnait de confiance dans chaque vidéo, se comportant comme quelqu'un qui n'avait plus rien à craindre. Derek n'osait ni commenter ni envoyer de messages. Il observait simplement en silence, l'amertume s'enroulant dans sa poitrine. Il voyait les messages de félicitations d'inconnus, les gestes philanthropiques, les gens envoyant des vêtements pour bébé, de nouveaux ustensiles de cuisine et d'autres témoignages de soutien. Il voyait les files d'attente devant les magasins où les clients attendaient avec impatience ses pâtisseries. C'était un succès dont il avait autrefois rêvé pour lui-même, mais ironiquement, c'est Nora qui l'avait atteint. Parfois, il se murmurait, elle a eu de la chance. Elle est juste devenue virale. Mais au fond de lui, il savait que la chance ne suffisait pas à soutenir une croissance aussi rapide. Elle avait construit quelque chose de spécial sur une base de courage et d'amour pour son enfant. Et plus il le reconnaissait, plus il regrettait d'être parti.
Il se retrouva embourbé dans l'auto-accusation, incertain s'il avait même le droit de revenir dans sa vie. Du côté de Nora, elle restait bien heureuse, ignorant le harcèlement silencieux de Derek. Elle était trop occupée à honorer les commandes, à s'occuper de Zané et à gérer sa nouvelle attention. Si elle jetait un coup d'œil à son nombre d'abonnés et remarquait un spectateur de plus parmi des milliers, il ne lui venait jamais à l'esprit que cela pourrait être Derek. En ce qui la concernait, il était un fantôme d'un passé douloureux, qu'elle n'avait aucun désir de ressusciter. Malgré toute l'attention que Nora avait suscitée sur les réseaux sociaux et dans les informations locales, elle opérait toujours dans le même studio exigu. C'était l'ironie suprême. Les gens la voyaient comme une étoile montante, pourtant elle n'avait toujours qu'un seul four et un unique plan de travail. Elle avait atteint un point où elle devait soit s'agrandir, soit risquer l'épuisement total. Le tournant arriva sous la forme d'un message direct d'un homme nommé Léo Carter. Son profil n'était pas tapé à accent grave-l'œil, juste une simple photo d'identité et une biographie qui disait « entrepreneur et investisseur ». Au début, Nora était sceptique. Elle avait reçu sa juste part d'offres douteuses et de propositions trop belles pour être vraies. Mais le message de Léo était sincère et touchant, louant son courage et la qualité de ses pâtisseries, qu'il disait avoir goûtées après les avoir commandées par l'intermédiaire d'un ami local. Leur première rencontre eut lieu dans un petit café du centre-ville. Nora portait sa meilleure tenue, un chemisier soigné et un pantalon qu'elle avait acheté d'occasion. Elle faisait nerveusement rebondir Zané sur son genou en attendant l'arrivée de Léo. Quand il entra, il lui offrit immédiatement un sourire chaleureux. « Nora, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en lui tendant la main. C'était un homme d'une trentaine d'années, aux yeux intelligents et au comportement calme. Léo Carter. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. » Elle lui serra la main, ses nerfs toujours à vif. « Merci de m'avoir contacté. Je suis, vraiment nouvelle dans tout ça, admit-elle, faisant un geste vague comme pour englober les accords commerciaux et les investisseurs d'un seul geste de la main. Autour de tasses de café fumantes, ils discutèrent de sa vision pour Sweet Rice Back. Elle expliqua son désir d'ouvrir une boutique physique, d'embaucher une petite équipe et potentiellement d'élargir sa gamme de produits pour inclure des gâteaux personnalisés et des options de collation plus saines. Léo écouta attentivement, hochant la tête et posant des questions réfléchies sur les marges bénéficiaires, les coûts d'approvisionnement et les stratégies marketing. « Ce que j'aime dans votre marque, » dit-il en se penchant en avant, c'est qu'elle est construite sur l'authenticité. Vous n'avez pas commencé pour devenir riche. Vous avez commencé parce que vous deviez prendre soin de votre fils. Ce genre de passion, les consommateurs peuvent le ressentir. Je crois que vous avez un potentiel énorme. Une chaleur monta aux joues de Nora. Elle jeta un coup d'œil à Zané, qui rongeait joyeusement un anneau de dentition. « Je suis flattée, » répondit-elle en s'éclaircissant la gorge. « Mais je dois être honnête, je n'ai pas de formation commerciale formelle, et j'apprends sur le tas. » Léo offrit un sourire rassurant. « C'est là que je peux aider. Je ne veux pas seulement investir de l'argent. Je veux vous encadrer, vous aider à rationaliser les opérations, trouver une cuisine commerciale décente, peut-être établir des partenariats avec des fermes locales ou des grossistes. Je peux vous mettre en contact avec des gens qui croient aux histoires comme la vôtre. » Au cours des semaines suivantes, ils mirent au point un accord. Léo investirait une somme modeste dans Sweet Rice Back en échange d'un pourcentage des bénéfices. Plus important encore, il fournirait un mentorat, des relations avec la chaîne d'approvisionnement et une expertise en marketing. Le contrat était équitable, et il s'assura que Nora conservait le contrôle créatif. Au moment où Nora rentra chez elle après avoir signé les papiers, ses mains tremblaient d'excitation et de nervosité. C'était une étape monumentale. Une étape qui lui donnait l'impression de sauter d'une falaise vers l'inconnu. Elle regarda les murs délabrés de son studio et le four chancelant, expirant d'un souffle tremblant. « On va bientôt sortir d'ici », murmura-t-elle à Zané, le prenant dans ses bras et déposant un baiser sur son front. « Et on le fait avec quelqu'un qui croit vraiment en nous. » Cette nuit-là, alors qu'elle ouvrait son ordinateur portable pour rechercher des emplacements potentiels pour une boulangerie commerciale, elle ressentit un regain d'espoir. Elle n'était plus seule dans son rêve. Elle avait un investisseur, un mentor, et peut-être, juste peut-être, un ami. Armée de l'investissement et des conseils de Léo, Nora se mit à la recherche de l'emplacement idéal pour sa première boulangerie physique. Elle éplucha les annonces en ligne et visita une douzaine d'endes.